Mouloud Pharaoun, le fils du pauvre, chapitre 8. Mon père, en effet, avait beaucoup de soucis pour faire vivre sa famille. Je n'outrepasse pas la vérité en disant que la seule utilité visible de ma scolarisation était mon absence prolongée de la maison, qui réduisait la quantité de figues et de couscous que je mangeais. Je me souviens bien à ce propos des plaintes de ma mère pendant les grandes vacances et de son impatience à voir la fin des longs congés. Il lui fallait à elle beaucoup d'astuces et à mon père beaucoup de sueur pour joindre les deux bouts. Les fils de Sha'ban n'avaient pas un grand héritage et guère de capital. Lorsque nous vivions en commun, ils travaillaient ferme du commencement de l'année à sa fin. Ils réussissaient à sauver des apparences et à faire croire qu'ils étaient dans l'aisance. Ma grand-mère menait la maison avec une grande sûreté et se faisait obéir. Elle mourut subitement l'année même où j'entrai à l'école. Je savais à peine ce que c'était que mourir. Elle fut pleurée médiocrement par ses deux belles-filles qui pensaient être ainsi plus libres. Ses enfants l'enterrèrent du mieux qu'ils purent. Elle fut veillée toute la nuit par une trentaine de vieux khaounis qui psalmodièrent jusqu'au matin toutes sortes de chants religieux. On égorgea un mouton et on servit du couscous aux pauvres de tout le village. Une douzaine de marabouts l'accompagnèrent au cimetière. Toute la pompe y était. Les vieux et les vieilles étaient presque jaloux de cet apparat et souhaitaient ouvertement que leurs enfants les expédiassent de la sorte dans l'éternité. Ce qui faisait plaisir à mes parents. D'autres disaient à la louange de la morte qu'elle était le vrai pilier de la maison. Je ne tardai pas à m'en apercevoir. Le soir même de l'enterrement, ma mère et Halima se disputèrent les dépouilles de ma pauvre grand-mère. J'en fus étonné, mais je remarquai que mon père et mon oncle acceptaient cette discussion. Ils y participèrent, chacun pour défendre sa femme. Quelques jours après, il fallut confier la direction de la maison à l'une des deux femmes. Il y eut deux postulantes. La cabale s'en mêla. Les voisines excitaient tour à tour ma mère ou ma tante. Les sœurs de l'une et de l'autre apportaient également leur appui et leurs conseils. Finalement, mon père, en frère docile parce qu'il était le cadet, accorda par respect cette charge à ma tante. Ce beau geste fit plaisir à mon oncle, mais ne toucha pas sa femme. Ma mère ne se tint pas pour battue, elle voulait le partage. Au reste, Halima ne désirait pas autre chose. Oh, cela ne traîna guère. Ma tante ne tarda pas à voler, ma mère ne tarda pas à s'en apercevoir et à mettre mon père au courant. Lui-même ne tarda pas à la prendre la main dans le sac. Le sac, en l'occurrence, était une jarre dans laquelle nous renfermions la viande sèche de l'Aïd. Halima en tenait une grosse tranche dans sa main, et cette tranche était destinée à aller ailleurs que dans la marmite familiale. L'orage éclata. Il fut prouvé que tout le monde voulait intimement le partage et on avait assez de vivre en commun dans cette maison d'où était bannie la confiance. Il était donc bien vrai que ma grand-mère était le pilier de la communauté, puisque l'une a cessé d'exister presque en même temps que l'autre. Qu'y avait-il à partager ? Pas grand-chose. D'abord, une habitation. Mon oncle, auquel mon père, toujours par respect, laissa le choix, s'empara de la grande maison avec sa soupente contenant d'énormes icoufanes et une multitude de jarres. Sous la soupente, on pouvait loger 2 bœufs, un âne et un mouton. Ma mère en pleura de dépit. Nous eûmes les 2 petites chambres qui lui faisaient face et que nous dûmes réunir en une seule pièce aussi grande que la première. La cour fut partagée par une corde. Il y eut de part et d'autre un espace assez long, mais bien étroit. Ensuite, on partagea un champ de figuier, puis un champ d'olivier. Le plus équitablement possible, enlevant par-ci, ajoutant par-là, accordant un gros olivier ou un gros figuier, si dans un lot, au propriétaire de l'autre lot,
enchevêtrant les bornes, les plaçant, les arrachant pendant 1 semaine. Enfin, on partagea aussi les ustensiles, les bêtes et les dettes. Durant toute cette semaine, les épouses étaient affairées. La joie se lisait sur leurs visages, elles recevaient de continuelles visites. Les voisines se succédaient chez elles pour leur souhaiter un heureux foyer. Fatma, disait-elle à ma mère, sois contente, tu as ta maison bien à toi, tu peux supporter toutes les misères, tu peux manger de la terre. Va, ta mère était une sainte femme qui ne t'a pas laissé de malédiction. Que Dieu te garde ceux qui te sont chers et me fasse bientôt venir chez toi pour me réjouir d'un événement heureux, répondait ma mère. Et les politesses allaient leur train. Pendant ce temps, les 2 frères seuls restaient mélancoliques. Il leur semblait déjà sentir sur leurs épaules désunies le poids doublement accru de leurs charges. Ils pressentaient que l'avenir ne leur réserverait rien de bon, qu'ils venaient de s'appauvrir et que chacun d'eux avait perdu la moitié de ses forces. Les premiers jours qui suivirent le partage, ils prirent plaisir à s'inviter. Mon oncle m'appelait à chacun de ses repas. Halima elle-même se surprenait à vouloir gâter Fouroulou. Maintenant que l'irréparable était consommé, on aurait dit que tous le regrettaient un peu. Mais ils ne le regrettaient que dans la mesure où c'était justement irréparable. « Je te pardonne à la charge que tu mourras, dit Géronte à Scapin. Les invitations s'espacèrent, les anciens griefs reprirent le dessus, auxquels vinrent s'en rajouter d'autres, provenant de notre voisinage au-dedans et au-dehors, sans compter les jalousies.